peux me tutoyer durant l'entrevue, pas de problème, si tu es à l'aise avec ça. Parfait, on y va comme ça. Excellent. Non, bravo pour ce que tu fais, en espérant que ça continue encore. Merci. Bonjour, ici Julie Leblanc, bienvenue à revuemajulie.com. Et aujourd'hui, je vous présente notre cadeau de la Saint-Valentin, quelqu'un qui a beaucoup d'amour dans la confection de son art et qui est ici pour en parler avec nous. Je vous présente l'illusionniste, le magicien et le mentalisme au goût du rock et des animaux exotiques, Nick Gignac. Bonjour. Allô, comment ça va? Bien, merci, toi? Ah, vraiment bien. Merci de m'accueillir dans ta plateforme. Je suis très heureux. Merci infiniment de partager tout ce que tu as créé. Comment ça a commencé pour toi, Nick? Tu viens d'où? Quel genre de famille tu avais? Puis comment que la magie a commencé à jaillir des parties de Noël? Ah ben écoute, la magie, c'est un accident de parcours. Quand même bizarre à dire. J'ai 45 ans. Ça va faire 22 ans que je fais ça cette année, au début de l'année. Et puis, ma vraie formation, moi, je suis assistant vétérinaire, technicien en santé animale. Donc, j'ai fait mes études là-dedans. J'ai travaillé depuis que je suis tout jeune, là, je tripe sur les animaux. Fait que quand j'étais jeune, je courais après les grenouilles, les crapauds, les couleuvres. Je mettais ça dans la margelle chez mes parents. Je piquais les insectes. Je prenais soin des animaux. Tu sais, je n'étais pas un gars de gang. Je n'étais pas un gars qui avait beaucoup d'amis. Moi, je m'amusais dans la nature. J'allais dans le bois, j'allais pêcher. C'est ça que je voulais faire dans la vie, moi, être vétérinaire, travailler avec les animaux. Fait que la magie n'a jamais été mon point de départ, évidemment. Contrairement à beaucoup de machins qui commencent très, très, très jeunes, mon premier contact, moi, avec la magie a été à l'âge de 22 ans. Puis ça, c'était, comme je te parle, un accident. C'est un party du jour de l'an. Ma belle-sœur décide de faire un tour de cartes que son grand-père lui a montré. Un tour de cartes assez basique, assez normal, et que quand tu connais rien à la magie, ben, de vivre ce que j'ai vécu, là, de faire comme ça se passe dans ma face, puis je comprends pas, j'ai aimé ce feeling-là. Puis tout de suite, je lui ai demandé, parce que généralement, les machins ne donnent pas leur secret, et tout de suite, je lui ai demandé, je veux l'apprendre, montre-moi-le, pour que je puisse le faire à mes amis. Ça a commencé comme ça. Vraiment, tu sais, j'avais un bon emploi, des bonnes études, j'ai été élevé dans une famille, j'ai été élevé dans Watt. Alors, j'ai été très chanceux, j'étais bien placé, et puis la vie allait bien pour moi, puis tout d'un coup, j'ai décidé de « Hein, j'aime ça, donner ce feeling-là », mais pas en pensant que j'allais faire une carrière, évidemment, là-dedans. Alors, au retour des vacances, des fêtes, je suis allé voir mes amis, j'ai fait le tour de cartes, tout le monde aime ça, puis là, je fais comme moi, mais là, j'en ai plus d'autres. Ça m'en prend d'autres. Fait que je fouille un peu dans les pages jaunes, dans le temps, les pages jaunes, on utilisait ça encore. Et puis, je trouve une boutique de magie. Moi, je suis de Beauport, à Québec. Et le hasard des choses, des fois, est extraordinaire. Il y avait, à ce moment-là, 2 magasins de magie dans la province. Un à Montréal et un à Beauport, à 30 secondes de voiture de chez nous, que je ne savais même pas. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai fait, le hasard des... Fait que c'est dans un sous-sol de maison. Le propriétaire, c'est sa maison. En bas, c'est le commerce de magie. Fait que je rentre là, puis là, il y a des murs. Un peu comme en arrière avec mes vinyles, mais là, c'est des murs de tours de magie. Là, lui, il est en arrière du comptoir, puis il te fait des choses. Puis quand tu l'aimes, tu l'achètes. Puis après ça, il te l'enseigne. Tu pars chez vous pratiquer. Fait que ça a commencé comme ça. J'allais là à tous les week-ends. Le samedi, le dimanche, j'allais m'acheter 2-3 numéros que je faisais dans la semaine. Puis je revenais de ça. Puis à un moment donné, écoute, la piqûre a vraiment, vraiment fait effet. Puis j'ai dit, écoute, je veux travailler à ton magasin. Fait que la semaine, je travaillais au vétérinaire. La fin de semaine, je voulais travailler à la boutique, puis il ne voulait pas. J'avais pas d'expérience, tout ça. Puis j'ai dit, écoute, je veux même pas être payé. Je vais rentrer dans la boutique, je ferai du ménage, puis j'apprendrai sur le tas, comme on dit. Puis finalement, il a accepté. Puis après quelques semaines, il était mal pris, puis il m'a dit, là, j'ai besoin de quelqu'un. Fait que je suis devenu employé. Puis si je raccourcis tout ça, là, au mois de... En fait, j'ai commencé en 2002 quand j'ai lâché mon travail de vétérinaire. Donc, en l'espace de 8 mois, je démissionnais du vétérinaire, puis j'avais acheté le magasin de magie, puis j'avais fait ma première fête d'enfant. Alors, ça s'est passé en 8 mois, le changement de cap dans ma vie que j'ai annoncé à mes parents et à ma conjointe du temps que je lâchais mon travail pour essayer de devenir magicien. Donc, évidemment, les parents auraient pu très bien me fermer la porte, la conjointe quand même. Puis j'ai eu des gens qui m'ont aidé, qui ont fait « Non, c'est tout ça que tu aimes faire. C'est ça que tu veux faire. » J'ai dit « Oui. » Ils ont fait « On va t'encourager. » Puis je savais, moi, que si ça ne fonctionnait pas, j'étais capable de revenir dans le milieu des animaux par la suite. Mais écoute, ça n'a jamais arrêté. Alors, ça fait 22 ans, puis ça a commencé comme ça.
Oui, parce que tu as fait énormément, beaucoup de spectacles aussi à travers tout ça. Oui, oui. Ça fait quand même. On a arrêté. À un moment donné, on a tous ce réflexe-là. Quand on commence, on compte. Hein, on compte nos spectacles. On a fait tant par année, tant par mois, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de compter, mais j'ai facilement dépassé le 6 000 spectacles depuis que j'ai commencé en mixant tout avec les fêtes d'enfants, les écoles, les corporatifs, les shows en salle. Là, on vise le grand public ces temps-ci parce que ben, la carrière évolue, tout ça, mais on a fait pas mal de choses. Que ce soit des spectacles, des ateliers, des conférences, des lectures. La magie, il y a beaucoup de branches. Hein. C'est pas juste de faire un show de magie, mais on peut être consultant, on peut être créateur, on peut être idéalisateur, on peut faire plein de choses. Fait que moi, j'ai eu la chance de toucher un petit peu à tout. J'ai été consultant pour certains magiciens, j'ai créé des tours qui sont vendus dans le monde, j'ai aidé d'autres magiciens à créer leur propre spectacle. J'ai fait un peu de TV, j'en fais encore un peu d'ailleurs. J'ai fait mes shows à moi. Là, après ça, j'ai visé le grand public. On est avec une équipe présentement où on a sorti le One Man Show. Donc, j'ai été capable de toucher un petit peu à tout. C'est ce qui fait que ça me tient occupé, admettons. Parlons du coaching de magicien, justement, un projet télé. Dis-moi, comment on réussit à prendre son espace parmi cette création-là? Ben, écoute, c'est quand même, ça a l'air facile et évident quand on écoute l'émission montée, tout ça, mais tu sais, la magie, c'est une phrase que je trouve vraiment plaisante, c'est quelqu'un un jour qui m'a dit ça, que j'ai dit, Colin, c'est bien trop vrai. On est la seule catégorie d'artistes qui pratique quelque chose que les gens verront jamais. Le truc, finalement. On verra jamais c'est le ça, truc. Je disais, un musicien, ce qu'il pratique, tu le vois faire, tu l'entends, puis tu le vois jouer, mais nous, notre méthode pour que la magie fonctionne, on ne le verra pas. C'est ça qu'on pratique. Fait que tout ce qu'on pratique, les gens ne le voient pas. Ils voient le résultat, mais ils ne voient pas la mécanique magie. Fait que d'essayer d'intégrer ça à des gens qui n'ont jamais fait de magie, par exemple, les artistes avec l'émission La Magie des Stars qu'on fait depuis maintenant 4 ans, c'est des gens qui n'ont jamais fait ça. Là. Puis quand on leur fait le numéro, ils sont impressionnés. Après ça, quand on leur explique, ils font Ah, c'est juste ça. Mais tu sais, c'est juste ça, c'est une phrase dangereuse. Parce que savoir le truc et être capable de faire, c'est deux mondes complètement différents. Alors, souvent, ils font comme Ah, ben, c'est pas si pire que ça. Puis là, on fait OK, parfait. Maintenant, la pratique, on commence. Et là, ils se rendent compte que c'est des heures et des heures et des heures de pratique pour une demi-seconde de manipulation à un moment donné dans le numéro. Tu sais. Fait que ça demande beaucoup de travail. Fait qu'il y a des artistes qui sont très ouverts. Il y en a d'autres qui le sont moins, mais la plupart sont fun à travailler, puis ils pratiquent, ils s'en vont à la maison avec le matériel, puis ils font leurs choses. Mais c'est quand même intéressant, c'est vraiment un beau défi. Contrairement à le coaching ou la consultation pour d'autres magiciens qui font ça dans la vie, ben souvent, c'est juste une question d'idée. Par exemple, moi, j'ai l'honneur de travailler avec Alain Choquette, qui est le magicien qui a ouvert les portes au Québec. Puis, tu sais, Alain, le premier souvenir que j'ai de lui, je suis ticu sur le divan avec mon petit plat de bonbons, puis j'écoute Adlib. Ah oui, c'est ça, avec Coilier. Puis, tu sais, je pensais jamais un jour, comme 35 ans plus tard, travailler avec. Puis, on travaille avec à l'émission de TV. Mais Alain, il a fait appel à moi pour me dire J'aimerais que tu m'aides pour ma dernière tournée, mon dernier show. Il a tellement créé une magie dans sa vie qu'à un moment donné, depuis l'inspiration. Il recherche de l'inspiration, du sang nouveau. On a complètement un style différent. Fait que j'ose croire qu'il a voulu peut-être aller piger un petit peu dans ma façon de faire aussi, dans mes méthodes à moi. On n'est pas de la même école, mais on a quand même la même pensée magique. Fait que j'ai travaillé à créer des choses avec lui pour son dernier spectacle. Fait que c'est valorisant autant pour celui qui aide que pour celui qui va performer. T'sais. Moi, j'ai mes idées à moi que je fais dans mon show, mais j'aime trouver des idées aussi pour le style de magicien qui m'aide ou qui veut que je l'aide. Alors, ça a été vraiment inspirant. Fait que c'est arrivé, il y a 4-5 magiciens qui ont fait appel à moi juste pour avoir des idées, pour les aider à construire la mécanique du show, faire le lien entre les numéros pour raconter une histoire, parce qu'il y a des magiciens qui sont beaucoup plus mécaniques, il y en a beaucoup qui sont plus poétiques, il y en a qui font un lien entre les numéros, il y en a qui c'est comme un numéro, j'en fais un autre après. Fait que chacun a son style, mais on est capable de trouver des choses à travers tout ça, puis c'est vraiment plaisant, puis c'est valorisant, effectivement. Est-ce que tu as encore ta boutique de magie? Non, écoute, malheureusement, celle de Montréal aussi, elle a fermé cette année. Moi, j'ai fermé en 2011. Écoute, on ne peut pas se battre contre le marché du web maintenant, surtout dans ce milieu-là. Je veux dire, maintenant, les magiciens ont accès à peu près
à toutes les boutiques virtuelles du monde, peuvent commander leurs choses, l'avoir le lendemain matin dans leur boîte à mal ou en download dans leur courriel. Fait qu'on ne pouvait pas se battre contre ça, contre le marché, de faire venir ça, payer les douanes, payer les taxes, puis revendre ça, puis avoir un local physique parce que le marché est petit, hein, c'est les machines, ça ne court pas les rues. Là. Fait que de faire vivre une boutique physique de magie, ça devenait difficile. Moi, je pense que j'ai fermé à temps, puis celui de Montréal, il vient de faire le move cette année pour devenir virtuel, tout simplement. Puis, mais moi, je voulais me concentrer sur les spectacles. Fait que c'était une belle école quand même parce que je voyais plein de chiens, je voyais des nouveautés, tout ça. Mais j'ai décidé vraiment de mettre mon emphase sur le côté spectacle depuis maintenant, c'est ça, à peu près 10 ans. Là. Mais là, on combine la passion pour les animaux avec l'art du spectacle. Maintenant, ton spectacle est réputé pour la plus grande variété d'espèces animales pendant ton spectacle. Comment on arrive à faire son nom mondialement, comme quoi que tu es une magicien du rock et des animaux? Ben écoute, j'aurais pas la prétention d'être reconnu mondialement, on va dire les vraies affaires, mais au Québec, je voulais trouver une façon de me démarquer parce que, encore là, si on dit les vraies choses, les gens, quand on parle d'un magicien, il y a comme deux réflexes qui sortent. Le premier, c'est « Ah, c'est pour les enfants, c'est bébé ». On se bat encore contre ça que les magiciens, ils peuvent en avoir pour les adultes. Et beaucoup de gens ont le réflexe de dire « Ah, j'ai pas d'enfant, moi. » ou « Non, c'est pas la fête d'enfants. » Tu sais. Fait que moi, je voulais sortir de ce créneau-là un peu. Moi, j'ai fait pendant 10 ans des shows d'enfants, des fêtes d'enfants, des écoles. Tout ça, là, je fais que de la magie pour adultes. Évidemment, il y a des jeunes qui viennent à mon spectacle. Je veux dire, j'ai pas une ligne directrice de magicien d'enfants. Ceci dit, quand on fait cette magie-là, ben c'est l'autre chose qu'on entend souvent dire, c'est « Ah, vous faites toutes la même chose. » T'sais, on a vu un magicien, on les a tous vus. Contrairement à l'humour, où on sait qu'il peut y avoir des styles différents, il y a des raconteurs, il y a des gars de texte, il y a des gars qui jouent des personnages. T'sais. Avec la magie, c'est un peu la même affaire. Il faut trouver une façon que les gens, quand ils vont nous voir, vont dire « Ah, ça, je ne l'ai jamais vu. » Alors, j'ai décidé de ramener mon ancienne vie avec les animaux, justement, parce que oui, j'ai travaillé en santé animale, mais je me suis spécialisé dans les animaux exotiques. Moi, je tripais sur les bébites bizarres. Fait que j'ai fait un stage à Phoenix, en Arizona. Et là, c'était là-bas, le serpent traverse la rue, puis le matin, sur ton perron, il y a un lézard, puis dans l'arbre, nous autres, c'est des moufettes, puis c'est des rouges-gorges, mais nous autres, c'est ça. Fait que j'ai été travailler là, j'ai appris à soigner les lézards, les reptiles, les perroquets, les serpents, soigner les chiens qui se faisaient mordre par les serpents, ce qu'on n'a pas ici. Puis quand je suis revenu au Canada avec ce document-là, j'ai été capable de me spécialiser là-dedans. Fait qu'ayant ce bagage-là, j'ai dit pourquoi je ne ramènerais pas des animaux justement bizarres dans le spectacle, sortir du créneau du fameux lapin de magicien puis de la colombe, tu sais. Fait que moi, j'ai décidé d'amener des lézards. Fait que j'ai araignées, j'ai scorpions, des rats, j'ai un gros boa. Il y a ma petite chienne aussi qui a fait partie de mon spectacle. J'avais un lézard, j'avais un dragon barbu. Fait que j'avais beaucoup, beaucoup d'animaux. Le show le plus gros que j'ai fait, il y a eu 8 variétés d'animaux dans le spectacle qui revenaient. Mais tu sais, c'est pas des tigres, mais il y avait quand même 8 sortes d'animaux que les gens ne sont pas habitués de voir, puis qui faisaient leur apparition dans le spectacle. Puis moi, c'est de la magie très interactive, c'est-à-dire que chaque numéro, il y a quelqu'un en avant. Donc, à un moment donné, quand tu es en avant, puis que, oups, tout d'un coup, il y a une araignée qui est juste à côté de toi, il y a un scorpion qui sort, puis tu fais de la magie avec ça, ça m'a permis de me différencier un peu. Détraumatiser un petit peu plus, oui. Écoute, honnêtement, c'est sûr qu'il y en a qui avaient peur, mais je ne voulais pas aller là-dedans. Puis, pour vrai, c'était important pour moi quand j'ai créé ce spectacle-là d'avoir un côté pédagogique. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'exemple, le serpent, c'est le plus beau exemple. T'sais, un bois de 11 pieds, c'est quand même impressionnant. Elle est grosse, là. Puis la plupart des gens ont peur de ça. Puis pendant le spectacle, ça recule ses chaises, ils ne sont pas certains. Puis à la fin, j'offrais toujours une séance photo avec le serpent. Pour qu'il aille le flatter? Il aide d'un bras, tu sais. Puis c'est drôle, hein, mais j'avais toujours facilement une cinquantaine, soixantaine de personnes qui faisaient la file pour venir prendre le serpent, même s'ils avaient peur. Ils voulaient comme casser leur phobie, casser leur... Puis écoute, on prenait la photo, puis à la fin, ils faisaient « Ah, finalement, c'est pas si pire. » tu sais. Fait que ça, j'aimais ce côté-là. J'aimais ce côté-là de finalement que les gens partent, puis ils avaient apprécié la présence de ces animaux-là, et non pas juste d'avoir eu peur. Mais c'est sûr que pendant le spectacle, puis moi, je ne le contrôle pas, ça. Je peux avoir une fille qui a peur de l'araignée, puis je peux avoir une fille qui tripe ses araignées aussi. Fait que moi, là, ma façon de faire le numéro change complètement selon comment la fille réagit ou comment l'homme réagit. T'sais. Il y en a qui aiment les serpents dans la vie, qui sont peu nombreux, mais quand je sors le serpent, puis ça donne, si je tombe sur une personne comme moi,
il trippe, lui, de voir un gros serpent comme ça, contrairement à d'autres personnes qui vont avoir vraiment peur. Tu sais. Fait qu'à chaque soir, c'était pas la même chose. C'est ça que j'aimais. Parce que je déteste la routine. Fait que la réaction des gens, à chaque soir, est différente. Fait que moi, j'aime ça jouer avec ça. Donc, pour poursuivre dans ta question, quand j'ai décidé de ramener ça, ben, en même temps, aux études, moi, j'ai un petit groupe de musique. On faisait de la musique. J'ai commencé bassiste, puis je suis devenu guitariste. On faisait la tournée des bars, on faisait des covers métal. Puis moi, j'ai resté pris dans la décennie 80, 90, début 90. Là, c'est ma musique préférée. Tu vois un peu en arrière, mon groupe préféré ouais, aussi. mais justement, c'est plus Iron Maiden. Je dis, Colin, il n'y a pas de Metallica, il n'y a pas de, Non, pas de variété. J'ai pas mal toute cette variété-là, mais moi, je suis un fan fini d'Iron Maiden. Je suis un collectionneur d'Iron Maiden. Fait que ça, c'est mon groupe. Mais tu sais, toutes les années 80 métal, j'ai tout ce qu'il faut quand même ici pour les écouter. Tu sais, dans mon show, présentement, il y a 59 trames différentes de musique des années 80. Fait qu'il y a beaucoup de stock. Puis, fait que là, j'ai dit, pourquoi pas créer un show avec mes passions? Tu sais, c'est beau d'aimer faire de la magie, mais il faut que ça apparaisse à la scène, que ce que tu fais, tu tripes autant que les gens qui te regardent. Moi, je veux pas avoir l'impression d'aller travailler pour vrai quand je fais un spectacle. Je veux juste aller m'amuser pendant 2 heures. Tu sais, le travail se fait au montage, il se fait au démontage, il se fait dans la création, dans la répétition. Mais tu sais, quand 8 heures arrivent, tu montes les marches, puis tu t'en vas faire le show, là, c'est juste du gros fun. Tu sais. Puis j'ai dit, OK, je vais tout mettre ce que j'aime dans la vie. Puis ce que j'aime dans la vie, c'est la musique, les animaux, puis la magie. Fait que j'ai créé autour de ces 3 affaires-là, plus l'interaction avec les gens. J'aime ça que les gens viennent en avant, jaser, rire, faire des farces. Fait que ça m'a permis, je pense, d'offrir un spectacle sans prétention pour moi, qui est le meilleur de moi-même. Ça me ressemble. Quelqu'un qui vient voir le show, c'est OK, c'est Nicolas, ça y ressemble. C'est pas un personnage. J'ai fait une tournée avec les Fantastics. Là, on pourra en parler plus tard, mais ça, c'était un personnage. C'était pas moi. C'était Nicolas qui jouait le rôle de quelqu'un, mais ce qu'on voyait sur la scène, c'était pas le gars qu'on connaît dans la vraie vie. Tandis que ce show-là qu'on vient de sortir récemment, c'est moi. C'est mon image, c'est ma couleur, c'est ce que j'aime dans la vie, puis c'est pour ça que je pense que ça paraît sur la scène aussi, que je m'amuse autant que les gens qui regardent. Bon, mais les animaux, là, quand justement il y a de la guitare électrique dans le background assez fort, il doit avoir une marge d'imprévu, non? Non, ces animaux-là, justement, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le scorpion, l'araignée, ils n'ont pas ces. Tu sais, les autres, ils sont bien calmes, ils sont dans les petites boîtes, puis il n'y a pas de problème. Le serpent, ça la calme, ironiquement. Tu sais, un serpent, les vibrations, mettons, de la baisse, là, puis les sobs, puis tout ça, là, elle vient comme plus relax, elle vient comme moins énervée. Fait que c'est encore mieux, même. Fait que ça me permet de faire ça. Puis les autres animaux, ben les autres, à un moment donné, ils arrivent dans le show, puis ils repartent. Ils ne sont pas tout le temps sur la scène. Fait que non, puis étant un gars, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question-là, puis ça, je tiens à le dire. Étant un gars qui a travaillé là-dedans, moi, la santé des animaux, puis le respect de la condition animale, c'est extrêmement important. Parce que il est arrivé plein de choses de gens qui amenaient des animaux dans les shows qui s'étaient maltraités, puis c'était pas une bonne condition. Il y a des gens qui me posent la question, ouais, mais l'hiver, comment tu fais pour transporter tes animaux? Ben, j'ai des petites boîtes chauffantes, puis je fais chauffer les couvertes, puis je fais chauffer la voiture, puis j'en prends soin. Puis dans le spectacle, il n'y a aucun animal qui est maltraité. Ils sont tous sont dans la ouate, eux autres aussi. J'ai une pièce exclusivement pour eux autres ici à la maison. Fait que, quand tu ouvres la pièce, tu as tous les vivariums sur le mur avec les températures, puis l'humidité, puis les lumières. Puis, fait que, je prends soin de mes animaux. Fait qu'il n'y a pas aucun animal qui est en danger dans le spectacle. Puis ça, je tiens à le préciser parce que il y a des gens qui s'inquiètent de ça, puis c'est normal. Puis c'est surtout des animaux qui ne savent pas comment s'en occuper. C'est pas commun, hein, tu sais. Pas tout le monde sait comment s'occuper d'un scorpion. Fait que dans leur tête, eux autres, j'ai juste une bébite que je prends chez nous, j'amène une petite boîte de plastique, puis je fais un show, puis je la ramène. C'est plus que ça, là, tu sais. C'est d'en prendre soin, c'est que ça soit chauffé, c'est d'avoir les bons contenants, la bonne façon de transporter, la bonne humidité. Quand on est dans les hôtels, ben, il faut quand même leur donner à manger, il faut les faire boire. Fait que, tu sais, il y a toute cette dynamique-là que les gens ne voient pas, mais que moi, je m'occupe d'en prendre soin absolument. Mais là, ton serpent, il mange quoi? Tu lui donnes un chat par semaine? Non, ça mange au mois et demi à peu près. OK. Et là, elle est rendue. Moi, je nourris avec du mort, qu'on appelle. Donc, je n'ai jamais nourri avec des animaux vivants. Parce que c'est la nature qui est faite comme ça, mais je ne trippe pas de voir un serpent qui étouffe une bête. Là, mais dans la vraie vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que moi, je nourris avec du mort. Fait que ça, c'est le même concept que nous qui va s'acheter une dinde au supermarché. Fait qu'il y a des éleveurs qui vont vendre des animaux qui sont congelés, que ce soit des rats ou des souris ou des lapins. Et puis, selon la grosseur du serpent, ben, tu choisis la grosseur de ta bête, puis tu fais dégeler ça le matin dans l'évier, puis le soir, tu lui donnes, puis comme un morceau de viande, c'est juste que là, c'est une bête que le serpent instinctivement va reconnaître.
Puis il va quand même si la bête est morte, il va faire le même concept, il va l'étouffer. Toute la mécanique de l'étouffer, puis de le mordre, puis après ça, de le relâcher, puis après ça, de l'avaler. Même si la bête est morte, instinctivement, ils vont tous faire ça. Tout le processus, là, du moment où le serpent attaque sa proie, puis qu'il a fini de l'avaler, c'est à peu près 50 minutes. C'est assez long. C'est assez long quand même. Mais, mais jamais je vais mettre une bête vivante là, dans le vivarium, puis que le serpent va courir après, puis qu'il va la... Ça, j'ai jamais fait ça. Puis en même temps, c'est dangereux pour le serpent. Contrairement à ce que les gens pensent, là, c'est hyper dangereux pour un serpent de nourrir du vivant parce que ça ne va pas clair beaucoup. Fait que s'il manque son coup, puis qu'exemple, le rat se retourne puis qu'il le croque dans la colonne, ben, il le paralyse, puis il crever un œil, il peut le blesser. Fait que, tu sais, je ne cours pas après ces problèmes-là. Puis en même temps, ben, ça rend un serpent plus agressif aussi. Tu sais, un serpent qui mange du vivant va toujours être un petit peu plus sur la garde qu'un méchant qui mange du mort. Oui, puis imprévisible aussi rendu là. Ben oui, parce que ma main, moi, ça peut être un rat là, quand je rentre dans la cage. Là. Tu sais, le serpent ne fait pas vraiment la différence. Fait que c'est pour ça qu'il y a des façons de les prendre, il y a des façons de. Tu ne vas jamais face direct pour prendre un serpent, tu vas toujours par en arrière. Il faut qu'il sente ta présence avant de le soulever, qu'il comprenne que c'est. Tu sais, parce qu'un serpent, ça ne me reconnaît pas. Il ne m'aime pas, mon serpent. Là. Tu sais, ça ne reconnaît pas les gens, mais il faut qu'ils reconnaissent le fait comme ah, ça, OK, je vais être soulevé puis il n'y a pas de danger. Contrairement, par exemple, à une main qui irait directement vers la gueule, ben ça peut être un rat qui s'en vient, ça peut être un lapin qui s'en vient. Tu sais. Fait que ça, faut apprendre à gérer ça. Tu sais. Puis on s'entend-tu qu'un lapin qui voit un rat, qui voit un serpent, irait probablement dans l'autre direction que de foncer dans son visage? Probablement. Ils sont quand même pas fous. Wow! Fait que, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir aller voir un petit peu tes animaux? Ça se déplace-tu, ta caméra? Écoute, on pourrait s'organiser tout à l'heure pour aller voir. Ouais. On pourrait m'organiser pour en emmener un. Là, présentement, par exemple, le serpent est en pleine mue. Ça va être un petit peu plus difficile, mais je pourrais à la limite aller chercher la petite araignée ou le scorpion puis, ou le rat, puis on pourrait les montrer. Pas de problème. Mais là, ton scorpion, y a-t-il une opération qui l'amène à être invenimeux? Non, ça, c'est une légende urbaine. Ça ne se fait pas. Ah okay? Non? Il y a beaucoup de gens, c'est ça. Ben, en fait, tu n'es pas la première. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut couper le dard, qu'on peut l'enlever. Et si on fait ça, ils meurent. Fait que le scorpion et l'araignée sont venimeux. Il y a des grades de venin là-dedans. Il y a des stades. Là. Mais tu as des scorpions qui vont donner l'impression d'une piqûre d'abeille. Puis tu en as d'autres qui sont mortels. Mais entre tout ça, il y a une variété de scorpions. Le mien, c'est dans le milieu. C'est pas... tu ne veux pas trop te faire piquer par lui parce que tu peux avoir certaines inflammations, tu peux avoir des vomissements, diarrhée, tu peux avoir à la limite des convulsions. Ceux qui sont allergiques, exemple, quelqu'un est allergique aux abeilles. Une abeille, c'est pas mortel, mais tu peux mourir d'une piqûre d'abeille si tu es allergique. C'est un peu la même affaire. Fait qu'il faut quand même faire attention. Moi, je ne suis pas allergique, puis je suis habitué, je me suis fait piquer quand même pas mal de fois, fait que je suis capable de bien gérer ça. Puis l'araignée, ben eux autres, on pense souvent qu'ils piquent, mais une araignée, ça ne pique pas sans mort. Fait qu'elle, c'est par les dents. Elle a 2 crocs qu'elle peut mordre pour injecter son venin. Elle, pareil, c'est une sorte d'araignée que, c'est pas une tarentule, c'est une goliath que j'ai. Une goliath, c'est plus venimeux un peu. C'est plus gros aussi. Donc, il faut savoir comment les manipuler. Puis, mais tu sais, ça fait, comme je te dis, ça fait 30 ans que je manipule ces bébites-là. Fait que j'ai pas. Puis à un moment donné, on vient qu'on s'habitue à eux. C'est pas eux qui s'habituent à nous. Là. Moi, les scorpions, j'en ai 2, puis les 2, je les prends pas de la même façon. Je suis capable de reconnaître un moment où ça ne tente pas, un moment où c'est moins pire. Puis l'araignée, quand même, il y a une position de l'araignée qui fait comme OK, là, peut-être qu'elle va être moins dérangée. Même affaire pour le serpent. Si le serpent est en S puis il te regarde, ça ne tente moins que s'il est en rond puis comme une guenille. Fait qu'il faut apprendre à les connaître puis à vivre avec leur façon de vivre à eux aussi. Là. J'ai une question un petit peu farfelue à te demander. Mais ça t'arrive-tu de prendre ton scorpion, l'araignée ou le serpent et de dire tiens, ce soir, soirée de popcorn, je vais mettre le serpent sur mes genoux, on va écouter un film avec ma blonde. Peux-tu faire ça? C'est-tu comme un chien ou un chat? Ben, écoute, je pourrais le faire, mais ça serait weird un peu parce que ces animaux-là ils ressentent rien. Ils n'ont pas de maître. Tu sais, contrairement à un chien qui va triper d'être collé sur toi, tu sais, un scorpion, un araignée, un serpent, ça n'a pas de maître, ça n'a pas d'émotion, ça ne reconnaît rien. Fait que le scorpion va être sur le bras du divan, puis il va faire comme OK, je suis là. Puis ça s'arrête là. Il ne sera pas content d'être sorti de sa cage. Il ne sera pas. Ça, le seul, à part ma petite chienne, le seul autre animal qui me reconnaît puis que c'est prouvé qu'ils peuvent ressentir des choses, c'est un rat. T'sais, une rate, là, c'est intelligent, un rat quand même. Là, on ne parle pas de rat d'égout, on parle de rat domestique. Là.
eux autres, ils pourraient triper d'être sur mon épaule puis de se promener, tout ça. Mais tu sais, je les trimballe tellement souvent. Tu sais, je suis tellement, à part dans la dernière année et demie, là, on va dire des vraies affaires, mais tu sais, je suis tout le temps sur la route avec mes animaux. Tu vois, là, j'étais parti 3 jours avec eux. Là, je viens de les ramener. Fait que quand j'ai fini de travailler, tu sais, là, ils sont dans leur cage, puis là, ils sont en break. Ils relaxent, tu sais. Mais tu sais, ça fait 3 jours que je les trimballe, puis qu'ils sont dans des hôtels, puis dans le camion, puis dans des spectacles, tout ça. Fait que quand ils sont en break, ben, je les laisse tranquilles à la maison ici, je les laisse récupérer, ils sont tranquilles à chaleur, je leur ai donné à manger, tout est correct. Fait que non, je les sors pas. À part, pour ce côté-là, je vais plus focuser sur mon petit chien que pour le serpent. Ben oui, je peux comprendre. C'est super, j'apprends plein de choses, je te remercie. Mais toi, moi, je suis intéressé de savoir, toi, dans la vie, ce genre de bébête-là, est-ce que tu serais dans le style à aimer ça ou tu fais comme moi au collège? Écoute, je vais être toute confession et avouer tout. Moi, je suis plus dauphin. Ouais, OK. je suis plus bébête aquatique, pleine expansion, grande vibration, courage, haute fréquence. Moi, je suis plus là. Je me sens parmi les miens. On est comme opposés, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça exactement. Moi, je suis la sirène. Je sais pas, j'ai un élément très profond avec tous les animaux, en fait, mais surtout les animaux qui attaquent pas. Tu sais, exemple, j'adore l'ours. Moi, je verrais un ours dans le bois, je serais la première heureuse, je serais la première à être son amie. Fait que je suis l'amie des animaux, mais ceux que tu aimes, c'est pour ça que c'est intéressant parce que moi, personnellement, en étant scorpion de signe zodiaque, c'est pas mal ma seule approche que j'ai. Tu sais, j'ai pas joué avec des bâtons à essayer d'attraper des scorpions quand j'étais jeune. J'avais pas ça dans mon environnement québécois. Fait que c'est correct, c'est pour ça que c'est super mystérieux, tout cet appât-là, mais je préfère, je sais pas, le soleil, l'eau, l'arc-en-ciel. C'est correct. Tous les goûts sont dans la nature. Mais est-ce que tu peux ne pas aimer ça, mais est-ce que tu aurais peur, exemple, de prendre le serpent? Est-ce que tu aurais peur de tenir l'araignée? C'est plus à ce niveau-là que je me posais la question. Est-ce que tu es ouverte à ça ou tu fais comment? Non, moi, je touche pas à ça. Je te dirais, je suis encore entre les deux. Je suis plus en mode écoute. Premièrement, ça va être une connexion avec l'animal. Est-ce qu'il y a un commun accord? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Moi, c'est toujours dans l'optique, tu sais, je vais le mettre l'oiseau exotique sur mon épaule à Cuba pour ma photo, là, tu comprends? Mais en même temps, je le regarde, je dis, Colin, si lui, il décide de me picorer, oublie ça, là, il y a un avantage, là, tu sais. Fait que je le prends, le risque, mais exemple, mon père, quand j'étais jeune, il s'était fait attaquer l'oreille, croquer l'oreille par un perroquet au pet shop, justement. Écoute, ça avait fendu, ça avait ouvert. Fait que les animaux, je prends le temps vraiment de me positionner pour avoir une bonne réponse, une bonne communication. Puis lorsque ça vient à moi, ben oui, je vais les accueillir. Fait que je vais être comme présente, très, très à l'écoute. Puis c'est pour ça que je suis comme neutre en partant. Si l'expérience est positive et elle va dans cette direction-là, je vais la suivre. Mais si je vois que c'est plutôt menaçant, non, je vais respecter, tu sais. Je ne sais pas si ça aide. Quel genre de spectacle tu aurais fait avec une personne neutre comme moi? Ben, en fait, honnêtement, les numéros fonctionnent peu importe la personnalité qui est là. C'est comme moi, je m'ajuste en fonction justement que la personne qui va triper versus l'autre extrémité, la personne qui a extrêmement peur. Qui est fermée, ben oui. J'ai toujours un entre-deux. Mais écoute, ça fait... tu sais, avec le concept des animaux, là, j'ai au moins un 2500 shows de fête, puis il n'est jamais arrivé quelque chose. Le serpent qui s'enfuit, mettons. Oui, mais tu sais, genre où je n'ai pas pu terminer le numéro, là, c'est jamais arrivé. Pas vrai. Tu sais, je veux dire, il y a toujours un plan B, un plan C, un plan D de comment la personne réagit. Mais tu vas jusqu'à la fin, exemple, le serpent mort, il y a une morsure, de l'araignée, c'est toxique. Exemple, là, la personne se fait piquer pendant le show. Là, mettons. En fait, les gens ne touchent pas aux animaux. OK. Bon, ben, les gens ne touchent pas aux animaux, ils vont vivre l'émotion d'être proche de cet animal-là. Ils vont avoir l'impression qu'il peut arriver quelque chose. Mais moi, évidemment, jamais, je vais mettre quelqu'un en danger avec ces animaux-là. Tu sais, c'est comme l'araignée, faire une histoire courte, je fais un peu comme une roulette russe. Tu sais, as des boîtes avec des araignées de plastique, puis il y en a une qui en a une vraie. Puis là, la personne, sans le savoir, il faut qu'elle trouve la boîte. Fait qu'eux, ils ont l'impression qu'il y a un danger, mais tout est contrôlé, tout est calculé, puis c'est ça la magie. C'est un genre de Fort Boyard.
Ben, tu sais, ouais, disons ça comme ça, mais de contrôlé. spectacle. Fait que, tu sais, les gens, c'est pour ça que les gens, des fois, ils me disent, ah, on veut pas qu'on a peur. Non, il n'y a aucun danger pour les spectateurs. Tu sais, c'est un peu une belle phrase aussi qui m'avait été dite à un moment donné, c'était, tu sais, les magiciens, c'est des acteurs qui jouent le rôle d'un magicien. Ça, c'est une belle phrase, moi, je trouve. Tu sais, c'est ça un peu notre métier, c'est qu'on va donner toujours l'impression que, tu sais, on va donner l'impression, parce que, tu sais, on va dire les vraies affaires. Tu sais, en 2022, un magicien qui dit, moi, j'ai des pouvoirs, on va arrêter ça là. Tu sais, les gens ne sont pas imbéciles. C'est des méthodes qu'on utilise, c'est des trucs, des méthodes approuvées. C'est comme moi, je travaille beaucoup avec les influences. Je travaille beaucoup avec le langage corporel. Ça, c'est deux sciences qui existent, que j'ai lu, j'ai lu des livres là-dessus. Il y a la mécanique magie aussi qui existe. Mais moi, je vais travailler beaucoup avec le ressenti des gens, de comment, tu sais, tu le vois dans la salle, là, que la personne qui est sur le bout du siège, qui rit, puis qui émet ses genoux, puis qu'elle te regarde, elle trippe. Puis le gars qui est de même sur la chaise, puis qui te regarde comme ça, ben, il est fermé. Tu sais, c'est basic ce que je dis là, mais on le voit qui on va choisir. Moi, je sais, quand je vois le public avant le show, là, exemple dans des corporatifs, quand il n'y a pas de coulisses, tu sais, je regarde mon monde, là, puis je sais à peu près déjà qui je vais prendre dans le spectacle juste en les regardant. Est-ce que tu prends les plus fermés pour avoir le plus de fun à défoncer ou tu prends les plus ouverts ou est-ce que c'est plus facile? Il y a des numéros que je veux le gars fermé sceptique. Puis il y a des numéros que je veux la fille ou l'homme qui est très ouvert, qui est très, qui réagit beaucoup. Fait que ça va dépendre du type de numéro. Parce que, tu sais, il y a des numéros, justement, où, exemple, il y a un numéro, ma première ligne, c'est là, j'ai besoin de la personne la plus sceptique qui pense que j'aurai aucun contrôle sur elle ou sur lui. Là, c'est sûr qu'il y a des gars qui lèvent la main. C'est ces gars-là que je veux. Parce que là, après ça, dans la mécanique magie, qui va fonctionner quand même, là, ça le fait réfléchir, le gars, après, parce que là, il ne comprend pas comment j'ai pu donner l'impression que j'ai décidé à sa place. T'sais. Tandis qu'il y a d'autres numéros que là, je veux une grosse réaction, qu'il y a un numéro plus avec une charge émotive, mettons qu'il y a une musique, qu'il y a une ambiance, qu'il y a un éclairage, que je veux une réaction émotive, ben là, c'est sûr que je ne vais pas chercher le gars qui est bras croisés, je vais aller chercher la fille qui tripe. T'sais. Fait qu'il y a un gauge à faire, mais chaque numéro, je te dirais, est associé à un type de personne que généralement, je suis capable de retrouver dans la salle là, rapidement. Ouais. Et est-ce que tu touches à des techniques comme l'hypnose, exemple? J'en ai fait dans le show Les Fantastiques. Si on peut peut-être faire une petite parenthèse sur ce show-là. C'est un show qu'on était 5, qui a duré 3 ans. On a fait 2 fois le Québec. On est allé en France avec ça. C'était un show, sans faire un mauvais jeu de mots, là, c'était très fantastique. C'est-à-dire que les 5, c'était un personnage, un nom de personnage, c'était une histoire. Vraiment, ce show-là, c'était une histoire de A à Z. C'était des gens qui avaient des pouvoirs surnaturels qui venaient du futur, de 2082, qui venaient aujourd'hui pour aider à accomplir des missions. Moi, j'étais un magicien du futur, mais qui était resté pris dans le passé. Fait que moi, j'étais comme le magicien déchu qui accueillait ces 4-là du futur. Fait que tu vois, c'était bien fantastique comme histoire. Puis dans ça, on était 4 gars et une fille. La fille, elle faisait du mentalisme et du cirque. Tu avais un autre gars, un Thaïlandais, qui faisait de l'hypnose. Tu avais deux illusionnistes magiciens. Puis moi, j'étais le magicien micromagie avec les bébêtes, les animaux, tout ça. Le serpent était dans ce show-là, l'araignée était dans ce show-là, etc. Et l'hypnotiseur était très petit. Un petit modèle, OK? Puis quand on faisait monter les gens sur la scène, tu sais, moi, je suis 6 pieds 2, 200 quelques livres. Ces gens-là, c'était difficile pour lui de bien faire l'hypnose. Fait qu'à un moment donné, on s'est entendu que les personnes plus costaudes, c'est moi qui allais les endormir. Moi, je n'avais pas fait d'hypnose dans ma vie encore. Puis, fait qu'il m'a enseigné des méthodes, des techniques, des mots, tu sais, le ton de la voix, le mot, les suggestions, comment tu les touches, tout ça compte. Puis, c'est surprenant de voir que c'est quelque chose qui peut se contrôler assez rapidement. Fait que j'ai été pendant 3 ans couché à tous les soirs à peu près 10-15 personnes sur la scène avec mon comparse hypnotiseur. Fait que moi, je prenais tous les gars costauds, puis c'est moi qui les endormais. Puis oui, j'ai joué avec ça. Je suis pas hypnotiseur, mais j'ai la base. J'ai la base. Puis dans mon spectacle présentement, parce que l'hypnose, il y a des échelles là-dedans. Tu as la personne qui va vraiment s'endormir, puis tu as la base d'hypnose. Exemple, s'endormir sur la route, c'est une forme d'hypnose. S'endormir devant la télévision, mis à part la fatigue, c'est une forme d'hypnose. C'est que notre cerveau fait toujours la même affaire, puis à un moment donné, il relâche. Tu sais. Fait que moi, j'utilise un peu plus cette base-là. Il y a un numéro carrément.
la personne ne s'endormira pas, mais elle déconnecte, elle relaxe, puis elle fait quelque chose dans sa tête, puis il y a un punch avec ça. Mais je ne considère pas que je suis hypnotiseur, mais j'ai flirté un petit peu avec ces méthodes-là. Tu parlais des Fantastiques. J'imagine que tu as vu les réalisations américaines qui s'appellent les Fantastiques, justement, où ce sont une gang d'amis, donc des gars et une fille qui s'amusent à faire des grands spectacles à Vegas et voler des millions. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a stimulé ou? Écoute, c'était le Mon deux titre. films. Ouais, mais c'était pas les Fantastiques. C'était quoi donc? Écoute, je sais exactement de quoi tu parles. Là, j'ai un blanc pour. Ouais, je me suis trompée, les Fantastiques, c'est les super-héros. Oui, OK. Ouais, les Four, en tout cas, on y reviendra. Je pense on qu'on sait tout. On sait pas qu'on parle. Au début de la création de ce spectacle-là, ça a été une influence, effectivement, pour le producteur, parce qu'on voulait recréer. En fait, le gros défi, c'était qu'on voulait le faire, tu sais, le cinéma, ces films-là, ben, ce qu'ils font, c'est du cinéma. Tu sais, ça ne pourra pas vraiment se faire pour vrai, à part quelques effets, là. Puis nous, on voulait vraiment créer quelque chose qu'on pouvait faire en tournée avec des vrais effets, des vraies illusions, tout ça. Puis de créer une histoire autour de ça. Tu sais, eux étaient très up-to-date, 2000, c'était l'année 2000. Nous autres, on était vraiment comme... On voulait vraiment créer un show de personnages et d'histoires avec ça. Mais effectivement, je me rappelle très bien qu'on ait fait référence un peu à ça, de dire, tu sais, tu sais, un genre de boys band de magie avec la fille, tu sais, puis qu'on faisait les 5 ensemble, s'ils étaient séparés, ça ne marchait pas. C'était un show de groupe. Tu sais, il y a tout le temps minimum 2 ou 3 personnes sur la scène en même temps dans chaque numéro. Fait que, tu sais, c'était vraiment un show que tout le monde participait. Ça a été quand même une super école de tournée pour moi, qui était ma première tournée, mais en groupe. Tu sais, là, je fais présentement ma première solo, mais tu sais, d'apprendre c'est quoi une vie de tournée, d'apprendre c'est quoi créer un show que tu promènes à travers une province, que tu déménages en France. Tu sais, c'est quoi la gang, tu sais, les techniciens, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont essentiels à un spectacle. Tu sais, ceux qui t'éclairent, ceux qui font que ton son est bon, la musique, tu sais, la mise en scène. Fait que ça a été tellement une belle école. Ça n'a pas été un show facile, honnêtement, mais je suis content de l'avoir fait parce que là, j'arrive avec ce bagage-là pour le mien. Puis il y a bien des choses que j'évite avec le mien parce que je l'ai vécu avec les Fantastiques. Ça fait que ça a été une belle expérience. Ouais. J'aimerais apporter une autre comparaison avec le cinéma hollywoodien, mais cette fois-ci en série. Avec Simon Baker, il y a une série qui s'appelle Le Mentaliste. C'est un homme qui utilise ses pouvoirs pour aider justement à résoudre des meurtres en fabriquant des mises en scène pour coincer les meurtriers. Dans ta présentation, ça affiche aussi que tu es mentaliste, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quel genre? Si tu utilises des fonctions au niveau du supramental ou quoi? En fait, tu sais, quand tu... Mettons le terme magicien. Bon, ce terme magicien-là se divise, tu sais, tu peux être un prestidigitateur, tu peux être un illusionniste, tu peux être un mentaliste, tu peux être un magicien de close-up, tu peux être un magicien d'enfant, tu peux être un magicien de mathématiques. Tu sais, il y a tellement, là, il y a tellement de branches. Tu veux dire des gens qui sont capables d'avoir des résultats en mathématiques dans leur examen positif parce qu'ils font de la magie mathématique, c'est ça? Non, mais pas en ayant une influence sur leurs résultats, mais il y a des tours où on peut jouer avec les mathématiques pour donner l'impression qu'on fait de la magie. C'est ça, okay. c'est Ah, d'accord. Okay? Donc, le mentalisme est une forme de magie. Okay? Comme je disais tout à l'heure, moi, jamais je vais avoir cette prétention-là de dire que j'ai des pouvoirs et que je te rentre dans la tête. Puis, moi, j'utilise des méthodes qui vont te faire croire des choses, puis que la moitié, pour vrai, là, dans le show, là, je considère qu'il y a la moitié des choses que je dis, que tu entends, que tu vois qui sont vraies. Puis tu as l'autre moitié qui est ma job de magicien de te faire percevoir des choses. Puis moi, ce que j'aime, c'est que toi, rendu à la maison, tu fasses OK, qu'est-ce qui était vrai? Puis qu'est-ce qui était illusion? Quand on dit illusion, là, on ne parle pas de faire apparaître un char. Je peux te faire un tour de carte, puis c'est une illusion. Tu comprends? Je peux te faire flotter une petite bague là, comme ça, puis c'est une illusion qu'elle flotte parce qu'on sait que dans la vie, les choses ne flottent pas. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire. Fait qu'à la maison, moi, j'aime ça. Moi, j'adore les gens qui se questionnent après un show. J'adore les gens qui me sortent leur théorie. De me dire, hey, je pense que tu as fait ça comme ça. Moi, je pense que j'ai une idée de comment tu as fait. Et ça, j'adore ça. Fait qu'il y a la moitié de choses que j'utilise des vraies méthodes, des vrais concepts. Puis il y a l'autre moitié où que là, je fais vraiment ma job de OK, là, je vais faire quelque chose qui n'a pas d'allure. Puis c'est à toi de voir la différence, lequel est lequel. Fait que si pour répondre à ta question, quand on parle de mentalisme, moi, dans le spectacle, tu sais, je dis jamais, OK, prochain numéro, je lis dans ta pensée. Je ne l'annonce pas de même. Mais tu sais, je dis, prochain numéro, on va faire quelque chose qui va se passer
dans ta tête, je vais te prendre le contrôle de tes décisions. C'est à toi de voir jusqu'où je peux aller. Puis là, c'est là que les gens commencent à réfléchir. Parce que quand ils font des choses, ils disent non, c'est moi qui ai décidé ça, là. C'est moi qui ai répondu, c'est moi qui ai fait ce choix-là. Puis moi, je leur dis ben non. Je t'ai amené sur un principe d'entonnoir, exemple, à faire ce choix-là. Puis après ça, avec le punch, je le prouve. Puis là, quand la personne va se rasseoir avec le gros point d'interrogation d'en face, c'est ça qui est le fun. C'est ça que j'aime, moi. T'sais. Fait que je joue pas trop la game du gars qui a ces pouvoirs-là, mais j'aime faire réfléchir les gens. Puis j'aime leur expliquer que je suis un gars normal, mais qui fait des choses qui ont l'air anormales. C'est à vous de faire la différence entre les deux. Une expérience ou peut-être même plusieurs de choses qui t'ont favorablement surpris lors de tes manifestations sur scène? Écoute, c'est sûr qu'il y a des choses qui m'ont marqué beaucoup. Je peux t'en raconter quelques-unes. Une qui m'a vraiment marqué, à un moment donné, j'avais créé un numéro où quand toi-même, tu n'es pas sûr, quand j'étais sûr de l'impact, mais je n'étais pas sûr de comment il aurait été reçu le numéro. Je te fais un topo rapidement du numéro. Je vais l'expliquer comme si je le faisais à toi, OK? Fait qu'imagine, puis je te l'explique de comment les gens le vivaient. Fait qu'imagine, tu es dans la salle, puis moi, j'ai aucun numéro que je suis arrangé avec les gens. Moi, je n'utilise pas ce concept-là. Fait que moi, j'ai pas besoin de parler aux gens. Je connais pas les gens. Je m'arrange jamais avec personne. Je peux faire mes numéros sans connaître les gens. Fait qu'imagine que tu es dans la salle, je te fais monter sur scène. Puis là, je te demande de penser à quelqu'un dans ton entourage qui est décédé, mais que tu aimais beaucoup. Et moi, je m'éloigne complètement de l'autre côté de la scène. Je te demande d'écrire le nom de la personne sur un petit bout de papier, de le brûler dans un cendrier, mettons. Puis là, après ça, il reste les cendres. Puis là, quand je prenais les cendres, puis que je plaçais ça sur mon bras, le nom de la personne s'écrivait dans les cendres. C'est cool. En gros, c'était ce numéro-là. Et, tu sais, tu connais pas la personne a fait, il peut pas savoir le nom de cette personne-là, il peut pas savoir c'est qui, il peut pas savoir, tu sais, fait que je donnais l'impression que je devinais la personne à qui il pensait, etc. Puis un certain soir donné, je fais ce numéro-là à une dame, et malheureusement, le nom, c'est son garçon. C'est son garçon qu'elle a perdu, tu sais. Puis dans le numéro, évidemment, elle avait les yeux très vitreux, elle se met à pleurer un peu, elle est comme émotive, elle est impressionnée en même temps. Fait que quand je sais pas comment t'as fait, tu peux pas connaître mon garçon, blablabla. Fait tu sais, ça reste comme ça. Et sérieusement, un genre de 2 mois plus tard, je suis dans un restaurant à Québec, puis tu sais, l'angle mort quand tu sais que quelqu'un te regarde. Tu sais, je suis en train de lire mon journal, puis je fais Caroline, arrête pas de me regarder, elle. Puis à un moment donné, je lève les yeux, puis je fais le sourire. Tu sais, fait, ça peut juste être quelqu'un qui m'a reconnu, peu importe. Tu sais. Puis elle continue à me fixer, Puis à un moment donné, je la vois qu'elle se lève, elle vient me voir. C'est cette dame-là que je n'avais pas reconnue sur le coup. Et elle, dans sa tête, j'étais vraiment allé parler à son fils. Ça fait 2 mois que je cherche vos coordonnées. Elle dit, là, je tombe face à face avec vous. Elle dit, c'est moi la maman. Puis là, je la replace. Puis là, elle me demande du plus sérieusement possible. Elle dit, c'est-tu possible de venir à la maison puis qu'on reprenne contact avec mon gars? J'ai des choses à lui dire. De la médiumnité, finalement. Là, c'est là qu'il faut. Moi, je ne veux pas jouer avec les émotions des gens. C'est là que j'ai été très strict. J'ai dit, écoutez, madame, je vais être super honnête avec vous. Moi, mon travail, c'est de créer l'illusion de. Je ne suis pas médium, je n'ai pas parlé avec votre fils. J'ai donné l'impression que je ne peux pas vous aider dans ce processus-là. Je ne le ferai pas par ici près non plus à faire semblant que. Mais là, quand j'ai expliqué tout ça, elle m'a dit, tu n'as pas croisé mon fils dans tes pensées, tu n'as pas parlé. Je dis, non, madame, je n'ai jamais fait ça, puis je ne veux pas que vous pensiez ça. Je suis désolé peut-être de vous décevoir, mais je ne voulais pas aller là-dedans. Tu sais. Tandis que d'autres personnes auraient pu embarquer dans la machine, vous faire à croire que, tu sais, puis bon. Fait que, tu sais, ça, il est arrivé une couple d'affaires comme ça durant mes années où que des gens croyaient vraiment là, qu'on leur rentrait dans la tête. Des gens qui ont peur après nous autres parce qu'ils ont senti qu'on a rentré dans leur cerveau quand c'est juste des méthodes. Fait que ça, il est arrivé beaucoup de choses comme ça qu'à un moment donné, il faut juste faire attention de jusqu'où ça va, ce type de numéro-là. Il faut quand même présenter les affaires d'une façon adéquate, puis de respecter aussi les croyances des gens. Ça veut dire, moi, je ne sais jamais qui est devant moi. Ça peut être le gars hyper sceptique qui croit en rien, puis ça peut être la personne qui croit en tout, puis qui pense
sais, puis la génération, mettons, plus âgée, eux autres sont beaucoup plus accrochés à ça que, mettons, les jeunes ados d'aujourd'hui. Mais tu sais, quand je fais des spectacles, à un moment donné, j'ai fait des spectacles dans des résidences. Puis tu sais, quand on est dans des résidences, ben ces gens-là, tu sais, la fameuse expression, tu sais, ils parlent au yarb. Ils y croient, là, ces gens-là, là, qu'on communique avec la magie noire. Puis, tu sais, ils ont déjà vécu ça. Tu sais, dans le temps, le magicien passait au bûcher là, quand il faisait des choses. Tu sais, fait que c'était considéré comme dangereux. Fait que c'est pour ça que, tout dépendant de qui j'ai devant moi, j'essaie de faire attention de comment j'amène le numéro. Puis ce numéro-là m'avait fait réfléchir à savoir, tu sais, je vais-tu trop loin? Je pourrais juste deviner un mot plutôt que de deviner une personne qui est décédée. Tu comprends-tu la nuance? Oui, mais Moi, c'est le truc. Comment tu arrives à ne pas te tromper pour quelque chose qui peut ne pas sortir? C'est ça la ben, c'est question. ça fait partie de la méthode, mais tu comprends que je pourrais faire la même mécanique, mais te faire penser à un mot dans un livre, mettons. Uh-huh. Fait que là, tu penses à un mot d'un livre, je le révèle, mais il n'y a pas d'attache émotive avec toi. C'est moins spectaculaire. C'est ça. Fait que moi, quand j'ai décidé d'aller là, je me suis dit, est-ce que je dépasse un peu la ligne de ce que les gens sont à l'aise ou pas? Puis, tu sais, parce que facilement, tu sais, 3 fois sur 4, la personne, elle se mettait vraiment soit à pleurer ou à avoir des larmes. Là, je me dis, Caroline, est-ce que je vais trop loin avec ce numéro-là? Puis, à force de le faire, tout ça, on l'a retravaillé. Tout ça, là, on a un numéro que je pense qui est vraiment le fun là-dessus, où on joue un peu avec ça, mais qui est moins. Il y a moins de charge émotive, tu sais, parce que cette dame-là au restaurant, veut pas, moi, c'est venu quand même me chercher. Je trouvais qu'elle faisait pitié de penser que j'avais communiqué avec son fils. Puis je trouvais ça super triste, surtout quand elle me disait que j'ai des choses à dire que j'ai pas eu le temps de dire, puis que je sois le transmetteur de tout ça. C'est venu. Fait que j'ai fait OK. Là, il y a des fois que certains numéros, certaines méthodes ou certains spectacles nous rattrapent un peu. Il faut juste s'ajuster suite à ça, ouais. Tantôt, tu parlais de faire peur aux gens, là, parce que dans ton agence, entourage, vous êtes plusieurs, là. Ben, il y a plusieurs humoristes, mais il y a plusieurs aussi magiciens, dont Alain Choquette, que tu as parlé tantôt, mais il y a aussi Mesmer. C'est quoi la différence entre ce que Mesmer fait et toi? En fait, Mesmer n'est pas un magicien. Mesmer, c'est un hypnotiseur. Ça, c'est complètement deux affaires différentes. Fait que Alain et moi, on est magiciens. Mesmer est hypnotiseur. Donc, c'est d'autres méthodes. C'est évidemment la méthode de l'hypnose. Donc, toutes les méthodes qui permettent de percevoir la personnalité des gens, de les endormir avec les suggestions. Ça, c'est une autre science. C'est une science qui existe. Je veux dire, l'hypnose thérapeutique, ça existe. Ça. Des gens qui vont soigner des gens, arrêter de fumer, arrêter d'avoir une phobie, etc. Fait que ça ne fait pas partie de la catégorie, je te dirais, des trucs. C'est une science qui existe, que lui manipule à la perfection, mais il fera jamais un tour de carte que moi et Alain on fait. Il fera jamais mais il une fait illusion. plus peur. Il fait plus peur avec son hypnose que toi avec ton serpent, là. En fait, ça dépend de comment on définit peur. Tu sais, c'est que les gens, l'hypnose, c'est soit qu'ils ont bien peur de se faire endormir, soit qu'ils veulent se faire endormir. Oui, c'est sûr qu'ils ne veulent pas se faire contrôler ou infliger des c'est ça, tu sais, le contrôle. Tu sais, on s'entend que l'hypnose, tu sais, comment de fois qu'on a entendu comme moi, il n'est pas question que j'aille faire la poule en avant. Tu sais, c'est pas ça, l'hypnose. Tu sais, les gens, ça c'est prouvé, les gens ne feront jamais quelque chose en hypnose que dans la vie, ils n'accepteraient pas. Ça c'est clair. Fait que, il faut que tu le fasses dans le respect aussi. Mesmer ne dénigrera jamais quelqu'un en avant sa scène quand il faisait faire des niaiseries là, qui n'ont pas d'allure. Fait que, mais oui, tu as des gens qui vont avoir peur de l'hypnose, tu as des gens qui vont triper sur l'hypnose. Puis notre magie à nous autres, il y a des gens qui vont avoir peur d'avoir l'impression qu'on leur lit dans la tête, qu'on devine des choses, qu'on leur fait apparaître des choses. Puis tu en as d'autres qui vont triper. Les deux métiers, je pense, sont quand même très, très à l'opposé, mais on peut donner l'impression qu'on amène le même résultat parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont penser que la magie et l'hypnose sont très, très près. Mais dans un certain sens, c'est deux mécaniques et deux méthodes complètement distinctes au niveau de l'approche de la personne qui est devant nous. Là. Si on parle d'entourage encore, en ce moment, il y a une promotion, 2 spectacles pour 75 $. Alors, vous pouvez aller voir Mario Tessier, Dominique Paquet, Mariana Mazza, en tout cas, et plusieurs d'autres, dont toi, qui fait partie de l'affiche promotionnelle et de la promotion. Est-ce que, au niveau de ce qui s'en vient, là, c'est sûr qu'avec le variant Omicron et le temps des fêtes, ça bouge un petit peu, mais sinon, 2022, qu'est-ce qui glisse pour toi?
Ben, en fait, ce show-là, La Magie du Rock, était un show qui était supposé de sortir début 2020. Alors, on connaît l'histoire. Il a été retardé. Fait que le premier qu'on a fait a été le 17 septembre 2021. On a commencé notre rodage, là. Et puis là, on a fait justement hier le dernier show de 2021 en rodage. Il en reste quelques-uns, puis la première est au printemps 2022. Donc, écoute, on est rendu là. Le rodage est terminé. Le show, il est complet. Il est terminé. La mise en scène est toute faite. On a peaufiné ça du mieux qu'on pouvait. Fait que là, c'est vraiment un show qui englobe ce qu'on parlait tantôt, les animaux, la musique rock, la magie, tout ça. Puis, écoute, là, on espère qu'on va être aidé par le fameux virus qui pourrait s'en aller. Ça nous ferait du bien. Mais on va espérer que ce show-là va partir en 2022. Puis, on veut le faire le plus longtemps possible, évidemment. On va aller voir les gens partout au coin du Québec pour le présenter. Mais je suis très fier de ce show-là, pour vrai, parce que je voulais que ça soit festif. Tu sais, exemple, le party commence à 7h20. Il commence 40 minutes avant le show. Il y a une trame de 40 minutes, un medley de 60 chansons des années 80 qui sont non-stop, qui jouent, qui sont avec vidéo. Fait que les gens voient les artistes, les noms. Quand tu vois des gens chasamer, là, ça ramasse toute la playlist puis tout ça. Fait que les gens aiment bien. Moi, ce que je veux, c'est que les gens viennent chanter, taper du pied, rire. Puis après ça, quand le show commence, on est une grosse heure 45 là, de trame sonore, de magie, d'humour, d'interaction avec les animaux qui font leur apparition, tout ça. Fait que je suis vraiment content du produit. Puis on espère juste que les gens vont embarquer dans le projet, mais on comprend aussi que c'est tellement difficile avec toutes les contraintes qu'on a, pas juste nous, mais les contraintes des gens. Tu sais, les gens qui vont voir les spectacles, c'est pas la même chose qu'il y a 2 ans. Tu sais, fait que, mais on espère que tout va se tasser et qu'on va pouvoir présenter ce show-là le plus longtemps possible, évidemment. Oui, parce que ça, on ne le sait pas. On met on met des premières dates, mais finalement, si la demande et ça se remplit, c'est là qu'on en ajoute finalement. Ben oui, voilà. Tu sais, présentement, on essaie de faire la différence entre une demande que les gens aiment le show puis qui reviennent versus une demande de ouais, mais on est inquiet encore, on est-tu collé sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, faut-tu que je garde mon masque? Tu sais, il y a tout ça qu'il faut gérer. Parce que les critiques pour l'instant, puis tu sais, encore là, moi, j'aime pas ça, je veux pas avoir l'air prétentieux, mais on améliore toujours le show en fonction des critiques qu'on a. Puis pour l'instant, les gens qui ressortent du spectacle sont contents. Ils ont passé une belle soirée, puis c'est ça le but. Fait que c'est juste de convaincre ces gens-là de venir voir le show, puis de les ressortir. Il s'est créé des habitudes en 1 an et demi, on le sait tous. Il y a des gens qui ont commencé à aimer ça, rester à la maison. Fait que, faut créer, revenir au fait que les gens n'auront plus peur du virus, qu'ils n'auront plus peur d'être assis à côté d'un voisin qu'ils ne connaissent pas, la gestion du masque. Moi, il y a de l'interaction, fait qu'ils viennent en avant avec le masque. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut gérer. Mais si on sépare tout ça, là, puis qu'on regarde juste le format du show, je pense qu'on a un produit qui est vraiment amusant puis qui est le fun. Puis si ça peut se tasser, ben, je veux juste que les gens emboîtent le pas puis qu'ils viennent faire le party avec moi tous les soirs. Dans tes sources d'influence, est-ce que les grands exemples comme David Copperfield ont influencé ton œuvre? Est-ce que de qui tu t'inspires? Puis comment tu approfondis tout ça pour amener plus loin, genre au niveau de ta création des numéros? Oui, ben c'est sûr que quand on commence, là, peu importe l'âge qu'on ait 7 ans ou qu'on ait 22 ans quand j'ai commencé, là, on en mange. Là, on veut regarder plein de shows, on veut regarder des DVD, on veut regarder des segments YouTube. On consomme beaucoup, beaucoup de magie. Puis là, à un moment donné, on se rend compte que, OK, ce style-là, j'aime ça, l'autre, c'est bon. Puis moi, ceux qui m'ont vraiment marqué, c'est pas des gens connus du public en général, c'est des gens connus dans le milieu. Mais tu sais, les gens autour de la planète ne connaissent pas tant ce gars-là que, mais tu sais, exemple, moi, un magicien qui s'appelle Jeff McBride, qui est, à mon sens, un des plus complets. Mais personne ne connaît ce gars-là dans le grand public. C'est un gars qui a fait beaucoup de tournées Las Vegas, tout ça, mais c'est pas un magicien connu comme Copperfield. Lui, à la force d'être connu mondialement. Chris Angel a la force d'être connu mondialement. Mais on est ailleurs, mais au niveau magicien complet, ce gars-là, à mon sens, est une grande, grande référence. C'est ça, quand on commence, j'ai beaucoup consommé de tout ce que ce gars-là a fait, des méthodes. Puis surtout, c'est un gars qui est très brillant. Il a sorti beaucoup de bouquins aussi qu'on parle pas. C'est pas juste de comprendre la magie. Il faut que tu comprennes la science de la magie. Dans un numéro, là, moi, je considère qu'il y a 20 de mécanique. Là. Le reste, là, c'est de l'enrobage.
c'est quoi ta chanson qui va amener la meilleure émotion pour ce numéro-là? C'est quoi le contact avec ta personne qui vient en avant? Si c'est un gars, c'est une fille. Comment tu gères ça? Les mots que tu utilises, l'enrobage avec l'éclairage. Tu sais, tout ça là, fait partie du numéro. La méthode, là, c'est 20% même pas. Fait que ce gars-là travaillait beaucoup avec ça. Ce gars-là nous expliquait la méthode magique, mais après ça, il disait, OK, voici comment tu peux amener ce numéro-là 2 fois meilleur, pas par la magie, mais parce qu'il enrobe. Tu sais. Puis moi, c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase, moi, sur les trames. Je me fais beaucoup parler de mes trames musicales. Tu sais. La trame, elle fit toujours avec le numéro. L'éclairage va avec le numéro. La façon dont je parle, le ton de ma voix, la distance que j'ai, comment je les regarde. J'essaie de travailler ça le plus possible, en plus de la mécanique magie en arrière du numéro. Fait que ces gens-là, ce type de machine m'ont beaucoup inspiré. Puis sinon, ben, au Québec même, je l'ai dit tantôt, Alain est une grande inspiration pour moi dans le sens, dans la durée. Ce gars-là, ça fait 35 ans qu'il fait ça. Il a tout fait. C'était le seul Québécois qui a tout fait. Il en a vu des shows, il en a créé des shows, il en a eu des idées. Fait que, d'échanger avec ce gars-là, c'est un cadeau. C'est plaisant. Puis, mais à travers le monde, il y a beaucoup de magiciens aussi. J'ai eu la chance d'aller dans des conventions 8 ans de suite à Las Vegas. Elle n'existe plus, cette convention-là. Mais tu as 500 magiciens dans le monde, 12 jours de temps de 8 à 8. Puis tu fais rien que ça. C'est des conférences, des lectures, tu jases, tu échanges, tu achètes des numéros, tu vends des numéros. Tu sors de là, la tête, elle veut t'exploser. Mais c'est tellement intéressant de voir la façon de voir des autres magiciens. Moi, j'adore aller voir d'autres magiciens. Moi, j'aime ça m'asseoir et être le spectateur parce que c'est inspirant, ça peut donner des idées. Fait que c'est bien intéressant. Mais tu sais, à part celui que je t'ai nommé, je crois, puis plus tu évolues dans ta carrière, plus tu deviens autonome. Tu sais, comme présentement, le show que j'ai, à 85% du show, c'est mes idées à moi. Puis c'est mes numéros à moi. Mais il y a quand même des numéros que tu fais comme ça, c'est tellement bon, que là, tu peux acheter le droit de faire ce numéro-là au machin qui l'a créé. Tu peux te le faire donner par un chum machin qui fait oui, tu peux le faire. Mais tu sais, moi, il y a un 15-20% d'idées qui viennent d'ailleurs, que j'ai intégrées dans mon spectacle, mais majoritairement, c'est les idées que j'ai développées au fil des années, puis la petite twist que j'ai voulu donner justement avec la musique et les animaux que les autres font pas. Là. Là, je suis curieuse. C'est quoi? C'est OK, je te donne le droit de faire mon numéro, fait que je te le vends à 500$, c'est ça? Ben, que tu fasses le numéro devant 20 000 personnes ou juste 40 personnes, c'est le même prix? En fait, comment t'achètes? Oui, c'est ça. La magie, c'est comme un peu la musique qui a des droits. Fait que, tu sais, comme moi, j'ai 2 numéros qui se vendent présentement dans le monde, dans des boutiques de magie. Fait que les gens achètent mon numéro, puis là, ils peuvent aller le faire. C'est pas tous les magiciens, honnêtement, qui sont honnêtes. C'est comme la musique, là. Mais tu sais, je veux dire, s'il y a un effet, parce qu'il y a une différence aussi entre faire une tournée où tu vends des tickets, tu vends des billets, puis tu fais de l'argent avec ça, versus le gars qui fait le tour dans son salon à son chambre, tu comprends? Fait que quand tu as une rétribution monétaire ou un tour que tu fais à la TV, les droits télévisuels, c'est quelque chose aussi. Pardon. Fait que ça, tu peux acheter les droits de dire je peux performer cet effet-là à la TV ou je peux performer cet effet-là en tournée. Puis une fois que tu as acheté les droits, il t'appartient. Tu peux le faire. Puis il y a d'autres numéros que ça va se faire entre amis qui vont dire oh, regarde, tu peux t'inspirer de ma méthode, vas-y, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des ententes comme ça aussi. Mais moi j'ai des numéros, j'ai des certificats avec le numéro de série qui prouve que je peux faire ce numéro-là à la télé ou que je peux le faire en spectacle. Puis j'ai des idées aussi qui proviennent de d'autres. Pardon, je vais prendre une gorgée. Oui, vas-y, on va faire ça. Mais c'est combien? Pour le fun, c'est 2000$, 5000$? C'est jamais pareil. Tu as des tours qui valent des millions, des tours qui peuvent valoir 100$. Ah, la complexité du tour, j'imagine, ou le nombre de personnes qui connaissent l'astuce. C'est ça. Puis il y a des tours qui sont... La magie, c'est quand même assez dispendieux. T'sais, dans un sens, tu peux acheter des effets très dispendieux. Mais c'est ça. Fait que, on essaie le plus possible. Ou mettons que tu vois une idée là, sur YouTube, tu dis « OK, je vais aller le faire ». Beaucoup de gens font ça, mais moi, je prends le temps généralement d'écrire à la personne et de dire « Écoute, cette idée-là, je l'aime. Est-ce que je peux la faire ou est-ce que tu me permets de le faire? » Puis ça va être oui ou non. Puis quand c'est oui,
Ben OK, puis quand c'est non, ben, tu trouves une autre façon, tout simplement. Et côté télévision, est-ce que ça continue? La 5e saison s'en vient-elle cette année, en 2022? Oui, on est présentement en train de tourner la 5e saison. Alors, la saison 4 a passé en décembre 2021, puis on travaille sur la saison 5 qui va passer printemps 2022. Ouais. Ah, quand même, c'est plus proche. C'est bien Oui, 4 oui. en un an. Ouais. Mhm. Ben, écoute, avec tous les contextes, on essaye, parce que le format de la saison 4 a changé un peu. On a tourné ça à l'extérieur. Puis les producteurs ont bien aimé ça. Fait que là, on est encore en train de tourner des tableaux. Quand je parle à l'extérieur, c'est en dehors du studio. On peut être dans une église, dans un hôtel, tout ça. Là, l'année passée, on est allé dans un verger. On est allé, là, cette année, on est allé sur une piste de course. Fait que, on essaie de trouver des lieux de tournage intéressants. Puis on est en train de travailler là-dessus présentement. Là, ouais. Question sur ton nom de famille. Es-tu en lien avec Fernand Gignac? Non, j'ai beaucoup de gens qui me posent la question, mais malheureusement, non, ça ne fait pas partie de ma famille. Qu'est-ce que ça prend pour résister? C'est-à-dire de pouvoir vivre de la magie. Au début, ça doit être très, très difficile. Fête d'enfant par fête d'enfant, là, à s'établir un capital, c'est quand même une profession qui est risquée et peu d'élus aussi également. Comment on arrive à s'accrocher puis d'aller vraiment jusqu'au bout de sa passion? Ben écoute, le mot qui me vient en tête, c'est la volonté. Parce qu'effectivement, quand tu commences, tu sais, d'arriver à dire, OK, là, je vis de ça, ça prend quelques années. Puis c'est des années qui sont très, très, très dures. Tu sais, je veux dire, tu ne roules pas sur l'or au départ. Là. Puis, tu sais, j'avais quand même un bon emploi au vétérinaire, j'avais un bon salaire, un bon emploi, des bonnes études. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup laissé pour tomber au début de la roue. Tu sais, il y a une question de talent, oui. Puis quand je parle de talent, là, c'est pas de dire je suis bon, c'est une question de vouloir pratiquer. C'est comme un musicien, tu sais. Un musicien qui pratique 5 minutes par jour ne deviendra jamais un bon musicien. Et si le gars pratique 1, 2, 3 heures par jour, nécessairement, il va devenir bon. C'est un peu à ma affaire que la magie. Tu sais, j'ai passé, dans mes débuts, là, je faisais que ça. Là. Je passais mes soirées à pratiquer tout seul, puis à un moment donné, tu sais, tu viens t'acquérir à ça, mais tu sais, quelqu'un qui, tu sais, moi, j'ai déjà donné des cours, puis à un moment donné, il me dit, tu sais, je suis pas capable, moi, OK, tu as pratiqué combien de temps? J'ai fait 10 minutes hier, puis j'ai fait 15 minutes avant hier, là, mais tu pourras pas, tu sais, fait qu'il y a cette volonté-là de pratiquer en fou. Ensuite de ça, il y a le timing de bien t'entourer. Moi, j'ai la chance d'être super bien entouré, tu sais, j'ai placé mes pions, puis quand je dis mes pions, c'est pas péjoratif, là, c'est t'sais, j'ai des gens autour de moi, l'équipe de gérance, l'équipe de production, les agents, les vendeurs. J'ai eu cette chance-là d'avoir une équipe qui s'est greffée autour de moi, qui m'aide tellement. Ça fait partie du métier aussi. Ça fait partie des gens qui vont réussir. Ceux qui gagnent leur vie avec ça au Québec en magie, on n'est pas beaucoup. Là, on est maximum une quinzaine peut-être. Là. Il y a plein de magiciens. Là. Mais ceux qui gagnent leur vie vraiment, qui font que ça, là, on n'est pas beaucoup. Fait que je suis privilégié de faire ça depuis 22 ans. Sans arrêt. J'ai eu aucun travail depuis 22 ans, à part que ma magie. Puis j'ai surtout la chance d'avoir un one-man show que pas beaucoup de magiciens ont. C'est pour ça que je remercie les gens autour de moi, parce que one-man show, c'est pas juste Nicolas Gignac. C'est que j'ai un producteur qui croit, j'ai un gérant qui croit en moi, j'ai des gens qui mettent des sous, qui mettent du temps pour moi. Ma job, c'est de faire un bon show sur scène, mais je pourrais pas faire ça si j'avais pas cette équipe-là. T'sais. Fait que c'est une question. C'est comme de bien t'entourer, timing dans la vie. On parle du timing. Là, j'ai peut-être été le mauvais timing pour la COVID, pour le one-man show, mais il aurait pu aussi ne pas avoir lieu. Puis là, il y a lieu. Fait que malgré ces embûches-là, j'ai un show qui existe, puis qu'on a déjà, qu'on a commencé à faire. Fait que je suis extrêmement privilégié, puis je le sais, ça. Fait que c'est pour ça que j'en profite à chaque soir. Puis je suis content de pouvoir le présenter, ce spectacle-là. Mais c'est ça. T'sais, moi, je travaille fort de mon côté. Je bûche comme un malade, mais ça me prend une équipe qui est là pour m'épauler. Sinon, pour je faire peux le pas. reste, ben oui. Ben oui, effectivement. Dernière question, Nick. Tes numéros coup de cœur que tu as vraiment adorés, là, tu sais, ceux que tu gardes avec toi dans ton bagage d'expérience, là, c'est quoi tes coups de cœur de ce que tu as été capable de réaliser avec ces trucs? Tu sais, en magie, moi, encore là, comme quand on faisait de la musique, puis les groupes de musique, ça m'a donné. Nous, en tant que fans d'un groupe de musique, c'est quoi qu'on veut entendre? C'est les succès. Mais si tu te mets à la place des musiciens qui sont écœurés de jouer à la même tune depuis 40 ans, puis qui font comme notre nouveau stop, on aimerait ça le jouer aussi. Fait que c'est un peu ça, nous autres. C'est qu'après 22 ans, il y a des numéros. À un moment donné, tu n'as pas le choix de dire
suis tanné de le faire, ce numéro-là. Là. J'aimerais ça en faire un numéro pour que moi, ça scène, je revive un peu quelque chose de le fun. T'sais. Puis il y a des numéros que je traîne vraiment depuis le début. Là. Puis je suis pas capable de les lâcher parce que les gens l'aiment trop. T'sais. À un moment donné, il y a un numéro que tu tasses, tu en fais un autre, mais il y a quand même un groupe élite là, de 5-6 numéros que tu fais, Colin, je peux pas le sortir de mon spectacle. Ça, les gens trippent à chaque soir. Même si toi, ça paraît pas pour les gens là, que tu joues très robotique, mais tu vas le jouer pareil de la même façon chaque soir, comme si c'était la première fois. Mais quand ça fait 3000 fois que tu fais la même affaire, là, à un moment donné, tu dis, j'aimerais ça en avoir un nouveau. T'sais. Mais dans mon show, il y a des numéros comme ça que je garde depuis le début, que je n'ai pas le choix de garder. Puis il y a aussi des numéros que je ne lâcherai jamais, même si je sens que ce n'est pas les numéros les plus forts. Parce que moi, je suis accroché soit émotivement à ce numéro-là, parce que de la façon qui a été créé, ce qu'il représente pour moi. Mais tu sais, un numéro, exemple, sans dévoiler le punch, que c'est un numéro que je faisais en milieu de spectacle depuis à peu près 10 ans. OK? Et mon metteur en scène cette année, quand je lui dis je veux mettre ce numéro-là dans le one-man show, c'est devenu ma finale. Lui, il l'avait vu, quand il l'a vu comme pour la première fois, lui, il n'a pas l'attache que moi j'ai depuis 10 ans dans un numéro de milieu de show. T'sais. Lui, il a fait ce numéro-là, c'est clairement ton numéro final. Puis c'est venu, on l'a créé pour recréer une émotion, tu sais, Fait que c'est un peu ça que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce numéro-là, pour moi, ça a un attache particulier. C'est un de mes numéros favoris. Puis que je continuais de faire, mais que je passais dans le milieu du spectacle juste parce que j'étais content de le faire. T'sais. Puis que pour les gens, c'était une belle réaction, mais c'était pas nécessairement une finale. Puis lui me l'a twisté pour le mettre comme une finale de spectacle. Et écoute, je dois avouer là, que ça fait la job, comme on dit. C'est devenu la finale de mon spectacle du One Man Show. Puis j'ai une grosse réaction à ce numéro-là à chaque fois. Puis je m'en fais beaucoup parler. Fait que je suis très, très content. Fait que oui, il y a des numéros qu'on va traîner, il y a des numéros qu'on va. Mais tu sais, évidemment, les animaux, ça reste aussi des numéros que j'apprécie beaucoup parce que ces petites bêtes-là, même si c'est des mal-aimés, moi, je les aime. J'aime ça travailler avec du vivant. Ça donne une ampleur autre que juste matérielle. Tu sais, j'ai une petite bête vivante dans les mains qui fait partie de ce show-là. Fait que c'est sûr que les animaux, ça me touche beaucoup comme effet magique, mais il y en a quand même plusieurs. Honnêtement, c'est une question difficile. C'est que chaque numéro, on les fait parce qu'on les aime, puis on espère que les gens les aiment, mais il y a un processus de création derrière de ça. Le choix de la chanson me rappelle un souvenir. Il y a bien des affaires que les gens ne sauront jamais, mais que moi, quand je le vis en avant, ben, c'est autre chose. T'sais. Intéressant. Est-ce que ça se déplace facilement? C'est une tablette, un cellulaire? On peut-tu aller voir ton bébétarium? Ben, en fait, écoute, parce que là, il est tout connecté. Est-ce que je peux, comme moi, quitter puis je te le ramène? Oui, on va faire ça. J'en ai deux à côté de moi qui sont dans leur petit plat que j'avais pensé peut-être vous montrer. Ah, merci. Ben oui, certainement. Fait que, écoute, la première que je vais te montrer, c'est la petite bébé, la petite fille araignée. Alors, je vais juste la prendre dans mes mains ici. OK, fait que tu fait accoupler tes araignées là, pour arriver à assurer leur descendance? Non, absolument pas. Non, je ne fais pas l'accouplement. Tu vois, ça, c'est ma première. Ah, c'est une tarentule, hein? C'est vraiment la même grosseur. Celle-là, oui. Je vais essayer de la placer pour qu'on la voit bien. Là, un petit peu. Voilà. Tu vois, ça a l'air doux, hein? On a le goût d'effléter. Ouais, c'est super gentil. Elle n'est pas. Elle est un peu morte, mais elle n'est pas en reflet, elle n'est pas en mode défense. Là, elle a fait juste se promener sur. Sur ta main? Une branche d'arbre, tu sais. Elle a fait partie de ça. C'est ma petite roulette russe que je te parlais tantôt, que les gens ont l'impression de pouvoir y toucher puis qu'ils vont éliminer des bébites de plastique versus la vraie. Alors, ça, c'est elle qui fait partie. Cute! On l'aime. Elle a une belle énergie. On a le goût de l'aimer. Ah oui! Puis l'autre, ben, ça, c'est mon scorpion qui est un petit peu plus tannant, lui. Il va plus vite. Ironiquement, il faut que je le prenne à la place qui peut piquer. Fait que là, j'ai présentement entre les mains, j'ai le dard. Tu le tiens par le dard? Ah, OK. Coucou! Tu vois, lui, il est moins. Tu vois que présentement, c'est moins. Lui, présentement, je ne suis pas son ami présentement, mais en même temps, lui, il n'est pas. Est-ce que tu vois le dard? Oui.
Fait que, c'est ça. Fait que lui, il fait un tour de cartes dans le spectacle. Tu le caches entre la reine et l'as? Non, lui, il retrouve la carte pigée par un spectateur. Ah, wow! Intriguant. Voilà. Fait que ça, c'est deux de mes petits amis. Puis comme je te mentionnais, il y a une petite rate aussi qui présentement fait de dos. J'ai mon sapin qui est en mue aussi présentement, là, que j'aurais pu te montrer, mais que je vais la laisser tranquille faire son changement de peau. Alors, fait que ça arrive une fois par mois. Là, on est en plein dedans. Puis voilà. Fait que ça fait partie de ma vie et de mon spectacle. Je crois qu'à Saint-Eustache, il y a un bébétarium comme ça, là, avec plein d'animaux exotiques et tout ça. Il y a un insectarium à Montréal, je crois. Oui, non, mais il y en a un autre plus reptile dans le coin de Saint-Eustache, au cas, dans ces coins-là. Ah, ouais? Parce que là, c'est ça, on se demande, vos scorpions, vous les achetez bien à quelque part. Si tu t'en vas pas en Égypte et dis je ramène des scorpions pour mon spectacle de magie. Non, moi, je l'ai fait importer par un importateur qui en fait venir ici. Parce que de où je travaillais avant, j'avais des contacts là-dedans. Fait que j'ai gardé mes contacts de gens. Mais tu sais, l'araignée, elle vient du Brésil, puis le scorpion vient du Mexique. Fait que c'est des petites bêtes que je fais venir une fois de temps en temps quand j'en ai besoin. Oui, mais il doit y avoir des règlements, là. Pour pas que justement ça se reproduise puis ça s'en aille dans la nature. C'est quand même assez complexe de faire reproduire ça. Tu sais, quelqu'un qui s'embarque là-dedans, là, c'est très difficile de reproduire ça en captivité dans des conditions comme on a ici. Il faut vraiment, vraiment avoir des conditions qui représentent parfaitement l'endroit naturel. Fait qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas d'éleveurs de ça au Québec, parce que sinon, on les prendra au Québec, ce serait beaucoup plus facile, là. Mais tu sais, moi, comme je te dis, ça fait 30 ans que je joue là-dedans, puis je connais pas de gens qui élèvent des scorpions ou des araignées au Québec. C'est vraiment juste de l'importation qu'on fait venir. Il y a des gens qui vont élever des serpents, ça, c'est plus facile un peu. Mais élever des bêtes comme ça, là, c'est extrêmement difficile. Merci infiniment pour tout ça. J'espère que c'est à ton goût. Oui, tout à fait. C'est super intéressant. Et non seulement ça, j'ai aussi un petit coup de cœur. Mais moi, c'est plus Metallica. J'aime plus Metallica, Guns, c'est plus dans ces coins-là, Nirvana. Il y en a dans le show. Je me suis dit, tu peux pas parler des années 80 sans mettre une toune des AC/DC, c'est impossible. Non, ils sont tous là. Écoute, il en manque pas honnêtement. Là, mais tu sais, il y a un numéro, justement, il y a le Metallica est là. J'ai le vinyle de Guns N' Roses qui est directement dans le décor du show parce qu'on s'en sert. Les gars sont tous là, pour vrai. Là. Il en manque pas bien. Question sur ton araignée ou ton scorpion, ça te fait-tu peur de le perdre? Tu dis, hey, yo, mon scorpion, je ne le trouve plus. Ça peut arriver. Non, écoute, comme je te dis, c'est pas des bêtes qui. Ça va pas vite. Hein, fait que, à part du moment s'ils ne sont pas dans le vivarium, ils sont dans mes petites cages de transport. Fait qu'il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. NickGignac.com, allez faire un tour sur son site Internet. Vous allez pouvoir voir les dates de sa tournée, La magie du rock, là où il combine justement ces trois passions pour retrouver un Nick pleinement créatif, heureux, de partager toutes ces années de savoir et d'expérience, du détail, de décortication de tout ça. Nick, on te souhaite bonne chance pour tous tes projets et continue de créer dans cette direction-là. C'est toujours intéressant pour le public d'avoir de la nouveauté au niveau des spectacles de magie. Bien, merci beaucoup, beaucoup. Puis j'invite les gens à aller aussi, il y a beaucoup de contenu qu'on met sur la page Facebook. Alors, Nick Magicien peuvent aller suivre là. Puis sur Instagram également, on met du contenu, on met des démos vidéo, il y a de la musique, il y a les photos des shows, il y a des photos des animaux. Fait que les gens peuvent me suivre là, puis sinon sur le site web. Puis je tiens à te remercier, moi aussi, de m'avoir accueilli dans ton monde à toi, puis de m'avoir permis de parler avec toi pendant 1 heure. Fait que merci beaucoup. Ah, ben le rock fait la transition dans nos cœurs, ça c'est certain. Je voulais t'offrir mon livre Guérir avec les stars. Ce sont des entrevues avec des vedettes qui sont décédées. Au Québec, j'ai été chercher René Lévesque et puis René Angélil. En France, j'ai été chercher, entre autres, Simone de Beauvoir. Mais ce sont des entrevues que j'ai écrites en 2016 et que je me suis auto-éditée. Est-ce que tu es plus papier ou tu es plus PDF? Écoute, honnêtement, ça peut être PDF. Ça peut être PDF parce qu'on peut le lire partout, puis on peut traîner ça avec nos cellulaires et nos tablettes. Fait que ça peut être une bonne option. Bon, bien, parfait. Bon, bien, merci infiniment d'avoir accepté notre revue. J'ai hâte de lire ça.
Bon, ben merci infiniment. Puis bonne chance avec tout ça. Bonne création. Merci. Je ne sais pas, tu es dans quel coin, mais si ça Je tente suis de à venir voir Prévost, ça. dans Laurentide, entre Saint-Jérôme, Saint-Sauveur. OK, ben on va aller dans le coin. Fait que tu peux t'organiser avec mon équipe, là, si tu veux que je t'invite à venir voir ça, tu viendras. Ah, tu Ça fait plaisir. m'invites. Ben oui, absolument, absolument. Tu sais, tu viendras voir les bêtes en live. Ah ah! Ah, je te remercie infiniment. C'est très généreux. Merci. Parce que Ben tu oui. vois,